Comment continuer à faire équipe aujourd'hui? C'est une question qui se pose pour les managers dans un rapport au travail en perpétuel mouvement et notamment depuis la crise Covid. Les collaborateurs sont en quête de sens et d'un réel équilibre entre vie pro et vie perso. Le télétravail s'est normalisé et, phénomène nouveau, la considération de l'individuel au sein du collectif est réinterrogée. D'ailleurs, Le Monde titrait récemment « Les jeunes de la génération Z seraient-ils devenus immanageables ?» Alors comment, dans ce contexte, les managers peuvent-ils devenir interprètes de sens auprès de leurs collaborateurs? Comment faciliter la rencontre et l'alignement entre les quêtes de sens individuelles et les enjeux de l'entreprise? Ce sont des questions que je vais poser à nos invités ce soir. Ils sont tous membres du réseau GERM, qui est à l'initiative de ce nouveau rendez-vous pour vous, les managers, un live en public. Bonsoir public. Et bonsoir à vous derrière votre écran. Bienvenue à Transfo. Cette web émission est connectée puisque via Slido, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions à nos invités dès maintenant. Nous prendrons le temps de les relayer pendant les 45 minutes que nous allons passer ensemble. N'hésitez pas, je serai ravi d'être votre porte-parole. Avec moi donc ce soir, 3 managers d'entreprises différentes qui font partie du réseau GERM. Bonsoir Valérie Quillet. Bonsoir. Donc vous êtes responsable du service prestations familiales à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, avec la particularité d'exercer sur différents sites, c'est ça? Exact. Bonsoir Mathieu Guillet. Arnaud Guillet. Arnaud Guillet, pardon. Mathieu, c'est vous, j'y reviens. Arnaud Guillet, bonsoir. Vous êtes le dirigeant d'A56, entreprise de conseil et d'accompagnement en transformation digitale. Vous managez combien de personnes à peu près? Une centaine. Une centaine, 120 même je crois. Oui, un peu plus. Bonsoir Mathieu Chaperon. Bonsoir. Vous êtes, vous, le directeur sportif du Cercle de l'Aviron de Nantes, avec un objectif, devenir le club numéro 1 en France. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours viser haut. Alors déjà, on est déjà premier, on est déjà numéro 1. Le nouvel enjeu, c'est d'être capable de se maintenir. Donc on essaye de rester tout en haut. Et c'est jamais le plus facile, effectivement. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette première question que je vous pose, à vous, public, et à vous, chers managers, en un mot, c'est quoi, pour vous, faire équipe? Je vous laisse le temps d'y répondre, vous avez quelques minutes. En attendant, une première question, Arnaud. Quels sont les grands changements post-Covid dans le monde du travail et qu'est-ce que cela implique pour les managers? Le Covid a effectivement pas mal impacté les entreprises, notamment avec l'avènement du télétravail. Le télétravail qui est devenu finalement une norme, une généralité. Je pense que ça a entraîné plusieurs impacts pour les collaborateurs. Un premier impact, c'est qu'ils ont découvert le confort de travailler chez eux. Mais avec une conséquence, c'est qu'ils étaient isolés et de leur entreprise géographiquement, mais surtout de leurs collègues, du collectif. Ça va être le sujet de ce soir. Et puis, deuxième conséquence, je pense que ça a amplifié quelque chose qui était déjà latent. On est dans une société de l'individu, de l'individualité et de la réalisation personnelle. Ça veut dire qu'en fait, le collectif passe au second plan et c'est vraiment net aujourd'hui dans les entreprises. Les collaborateurs appréhendent leur poste, leur carrière avant d'appréhender l'entreprise, le collectif, les collègues, etc. Et ça, dans un monde en plus qui devient de plus en plus complexe, incertain. On parle d'impermanence du monde, et ça, je pense que ça perturbe aussi pas mal les lignes. La quête de sens, c'est une recherche de réponse à cette question. Avant, on avait un cap, c'est ça, on avait des valeurs, on savait exactement où on allait. Exactement. Il y avait un cap, il y avait une vision qui était partagée par l'entreprise, qui était d'ailleurs relativement stable. Aujourd'hui, un entrepreneur bien malin s'il sait prédire à 1 an, 2 ans, 3 ans ce qui va se passer. Chaque année a son lot de surprises. On va voir bien ce qu'on aura en 2025. Il y aura forcément des paquets cadeaux. Et qu'est-ce qui va nous arriver? On ne sait pas, mais c'est pas grave. C'est la vie, on s'adapte. Effectivement, l'adaptabilité, c'est une grande force d'un bon manager. Mathieu, vous qui êtes dans le milieu du sport où l'esprit d'équipe est très important, est-ce que vous observez une nouvelle façon de manager les individualités?
Alors, moi, mon milieu est le sport, et donc on travaille en équipe. La particularité de mon club, c'est de présenter des équipes à 8. Donc l'individu se met toujours au service de l'autre. Et les entraîneurs qui sont sous ma coupe sont aussi des managers de groupe. Donc moi, tout mon enjeu, ça va être de leur donner du sens collectivement, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais un individu qui se mette en avant par rapport à l'autre. Et c'est aussi ce qui fait notre force. Et si on veut se maintenir en tant que premier club français, on doit avoir ce côté collectif et jamais penser à l'individu. Vous m'avez dit en préparant l'émission quelque chose de très intéressant aussi, c'est que quand les gens progressent, ils changent dans leur rapport au collectif. Alors, on avait ce but ensemble de devenir premier club français. Comme on ne l'avait jamais fait ensemble, il y avait un état d'esprit particulier, donc avec une volonté d'atteindre ce but. Aujourd'hui, on a réussi à le faire 2 fois. Donc comment le faire 3 fois, 4 fois? Et là, je me rends compte que finalement que l'état d'esprit de chaque athlète, l'état d'esprit de chaque entraîneur a évolué. Donc je dois faire attention, je dois me réajuster pour essayer de retrouver du sens à chaque fois dans un nouveau contexte, de manière à ce qu'il n'y ait pas de lassitude et qu'il y ait toujours cette volonté d'aller de l'avant. Là, justement, encore un mot-clé important, effectivement. Alors justement, par rapport au mot-clé, je vous propose de regarder les réponses que vous avez répondues donc, à la question c'est quoi pour vous faire équipe? L'écoute, effectivement, l'écoute apparaît en priorité chez vous, la coopération, la cohésion, et puis ensemble. Pour vous, ces mots-là ont une résonance particulière, j'imagine. Quel est votre mot, vous, selon vous, faire équipe en un mot? Alors moi, ce serait respect. Respect. Eh bien, moi, je m'apprêtais à dire ensemble, et je vois que c'est un mot qui ressort fortement. Ensemble pour Valérie et Arnaud? Solidarité. La solidarité, effectivement. Donc, c'est aussi des mots qui apparaissent dans les réponses données par les managers. Merci beaucoup, Valérie. Une question pour vous. Dans quelle mesure le management apporte aux individus une forme de réassurance dans cette période d'incertitude? Effectivement, je pense qu'il appartient aux managers de rassurer dans cette période d'incertitude. Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est de fixer un cadre. Alors, ce cadre a pour but de définir les valeurs de l'entreprise, les objectifs à atteindre, ce qu'on attend des collaborateurs, que ce soit en performance qualitative, quantitative. Mais ce cadre doit être quand même suffisamment souple pour permettre à chacun de pouvoir créer, prendre des initiatives. Donc, ça me paraît indispensable. Mais pour l'avoir vécu, mes collaborateurs, dans un premier temps, craignaient ce cadre comme une perte de liberté. Et puis finalement, je me rends compte au fil du temps que ce cadre les rassure, parce qu'ils savent pertinemment leur terrain de jeu. Voilà. Autre point qui me paraît essentiel pour rassurer à nouveau les collaborateurs, c'est de donner une identité au service pour justement avoir ce sentiment d'appartenance. Donc ça aussi, c'est un sujet que j'ai travaillé avec mon équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble? Pourquoi on travaille ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble? Donc voilà, c'était très très important. Et troisième point qui me semble aussi indispensable, eh bien, je l'ai oublié. C'est pas grave, parce que j'avais une autre question aussi. Finalement, c'est à quoi tient le jeu du compromis permanent, justement, du manager pour réussir comme ça à rattacher les individualités au collectif? Alors justement, je trouve que le manager de nos jours doit être un équilibriste. C'est cet équilibre subtil où d'un côté, on doit être très à l'écoute des besoins individuels, voilà, tenir compte de leurs compétences, de leurs appétences, de
voilà, ce qu'ils aiment faire. Et en même temps, le manager doit rappeler aussi l'objectif commun à atteindre. Il ne doit pas perdre ça de vue. Donc, c'est cet équilibre constant où il faut prendre en considération les besoins individuels et en même temps jouer en collectif. Le manager doit aussi savoir jongler aussi parce que parfois, les intérêts individuels sont en conflit avec les intérêts collectifs. Donc, trouver aussi un doux équilibre pour que chacun des deux s'y retrouve. Et puis pareil, le manager doit aussi savoir adapter, revoir les objectifs, voilà. Donc un équilibriste. C'est ça, un équilibriste. Merci Valérie. Alors moi je souhaitais vous partager ces chiffres assez éloquents et tirés d'une étude IFOP 2023 qui disent 61% des salariés français préfèrent gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre, sachant qu'il n'était que 38% en 2008. Et puis, seuls 21% des actifs affirment que la place du travail dans leur vie est très importante, contre 60% en 1990. Alors, on le voit bien, le travail aujourd'hui doit avoir du sens. Valérie, je me tourne une nouvelle fois vers vous, mais comment les managers peuvent-ils devenir interprètes du sens auprès des collaborateurs ? Alors, je pense que les managers ont un rôle clé en tant que traducteurs. Voilà, donc ils doivent traduire constamment les objectifs. Donc ça, c'est important. Alors, comment on traduit ? Déjà, il faut que les messages, à mon sens, soient simples, faciles en compréhension, ce qui me paraît évident. Pareil, en tant qu'interprètes, ils doivent tenir compte, être à l'écoute de leurs collaborateurs. Et vous, par exemple, concrètement, parce que vous êtes manager sur 2 sites, oui. Comment ça s'est traduit pour vous ? Alors justement, je me suis rendu compte que communiquer par mail était devenu compliqué. Alors c'est très contradictoire parce qu'ils aiment qu'on leur écrive pour cueillir. Parce qu'on aime bien que ça soit écrit, qu'il y ait un cadre à suivre. Et en même temps, je me rends compte que systématiquement, je dois intervenir à l'oral pour redonner du sens à mes propos, pour réexpliquer. Et je sens que c'est pour les collaborateurs un espace où ils peuvent exprimer leurs craintes, leurs réticences. Donc ils ont énormément besoin d'écoute. Donc on est toujours en train d'expliquer le pourquoi du comment. On prend des décisions, parce qu'effectivement, on ne les prend pas le matin en se brossant les dents. Hein, voilà. Et donc, on est toujours... Alors, après, vigilance, il ne faut pas non plus tomber systématiquement dans la justification. Hein, voilà, c'est l'écueil dans lequel, à mon avis, il faut être prudent. Mais il y a ce besoin de donner du sens à tout ce qu'on décide. Donner du sens, on y revient tout le temps, de toute façon, aujourd'hui, effectivement. C'est toujours le bon dosage, quoi. C'est toujours cet équilibre qui revient. J'avais un deuxième sondage à vous proposer. Je m'adresse du coup à vous, à nouveau. Alors, deuxième question sur Slido. Comment est-ce que je maintiens une dynamique positive dans mon équipe ? Et là, j'ai 5 choix à vous proposer, 5 réponses possibles. En 1, je propose des feedbacks positifs réguliers. En 2, j'adapte mon style de management en fonction des profils. En 3, je n'ai pas vraiment le temps pour mettre en place des choses. En 4, en achetant des galettes des rois, cette saison. Ou en 5, l'équipe est autonome et se motive toute seule. En attendant vos réponses, eh bien, nous allons prendre tout de suite quelques-unes de vos questions en ligne. Alors, vos premières questions. Bonjour à toutes. Comment cultiver l'entraide au sein d'une équipe ? Qui est-ce qui répond à cette question ? Comment cultiver l'entraide au sein d'une équipe ? Alors, Vas-y. Valérie. Alors, moi, je mets en place des ateliers collaboratifs. C'est-à-dire, je suis dans le mode participatif. Je les associe dans les prises de décision. Donc oui, le mode collaboratif en atelier restreint avec des volontaires. Voilà. Et voilà, moi, c'est ce que je ressens. Le côté participatif. Oui, le participatif. Ouais. Nous, on a mis en place une méthode qui s'appelle le co-développement, qui d'ailleurs vient de Germe. On avait découvert ça à Montréal, dans une learning, et on a formé plusieurs animateurs, et ils peuvent créer des groupes
avec un cadre qui est très clair, c'est-à-dire qu'ils ont carte blanche. Et il n'y a pas de présence de manager ou de dirigeant pour venir influencer d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, on cultive à la fois l'autonomie, la responsabilisation, mais aussi la résolution collective. Il faut juste faire confiance à la méthode, et ça a pris merveilleusement bien. On a 8 à 9 groupes co-développement, croisés, multi-équipes, ça crée de la solidarité et de la communication entre les équipes. D'accord, et vous avez mis ça en place il y a longtemps ? Ça doit dater de 2015. 2015. Ouais, une bonne dizaine d'années de retour d'expérience. Ouais. Bon feedback. Ouais. Une autre question, comment faire collectif quand l'équipe est éclatée sur plusieurs sites éloignés ? Alors ça, pour le coup... C'est pour moi. Alors effectivement, dans un emploi précédent, mes équipes étaient distancées de 300 km. Là, ce n'est que 130 km. Alors, il y a plusieurs outils. Soit on utilise le tableau blanc dans Teams, qui permet à chacun de s'exprimer à distance. C'est un outil qui permet l'interaction. Bien évidemment, soit on demande aux personnes de se déplacer géographiquement, ou soit on accepte que les groupes travaillent sur les sites, chacun de leur côté, et après on désigne une personne qui fait le lien entre ce qui a été dit de chaque côté et récolte les idées des uns et des autres. Voilà. Eh bien, j'espère, Patricia, que cette réponse vous satisfait. Merci pour vos questions. On va poursuivre et puis il y aura une autre session tout à l'heure de questions-réponses. Quant au questionnaire Slido d'ailleurs, alors qu'est-ce que vous avez répondu ? Je vous propose de voir vos réponses tout de suite. Alors, je propose des feedbacks positifs réguliers pour 79%. Donc là, c'est clair et net. Et puis, j'adapte mon style de management en fonction des profils. 76% pour les deux, ça vient d'évoluer. Donc en gros, c'est ces deux dynamiques que vous utilisez principalement. Ça vous surprend ? Vous trouvez ça logique ? Complètement. Logique. Oui. Ce qui est décevant, c'est qu'il n'y ait pas plus de galettes des rois. Voilà, eh bien, on est bien d'accord. Le beurre, ça se perd. C'est pour ça que je crois qu'on a une galette des rois en coulisses après l'émission, Arnaud. Justement, Arnaud, dites-moi, est-ce qu'on peut faire vivre une raison d'être pour l'organisation sans faire vivre un collectif et quel risque prendrait une entreprise à ne pas animer le collectif ? Alors la première question, est-ce qu'on peut faire vivre une raison d'être sans le collectif ? Spontanément, je dirais oui, avec un mais, parce qu'il y a vraiment une condition, il faut que la raison d'être soit très puissante. C'est-à-dire qu'il faut que la raison d'être, ça soit de sauver la planète, de provoquer des changements sociétaux, voilà, d'être vraiment contributeur d'un changement profond. Et là, je pense qu'effectivement, même sans le collectif, c'est autoportant. Par contre, il y a une réalité, c'est quand même la majorité des entreprises n'ont pas de raison d'être puissante à ce point-là. On n'est pas tous à sauver la planète. Oui. Il y a une réalité, il y a déjà une réalité économique. Donc, le collectif prend le pas. Et c'est bien l'origine d'une entreprise. Une entreprise, c'est avant tout un collectif. Donc, une entreprise qui n'aurait pas cette raison d'être aurait de grands risques à ne pas faire vivre son collectif, parce que le collectif, c'est la résilience. Je parlais de solidarité tout à l'heure. Quand il y a une période de crise, et mon Dieu, on en connaît un certain nombre, eh bien, c'est la solidarité des gens entre eux qui fait que l'entreprise passe les caps. Quand c'est plus compliqué, il faut être créatif. Quand c'est plus stressant, on va se souder les coudes, etc. Et puis, c'est aussi source d'implication et de plaisir pour les collaborateurs. Et donc là, si je vais non pas vers l'entreprise, mais vers les individus, finalement, c'est là qu'on fait encore société, qu'on fait communauté, qu'on a plaisir à retrouver ses collègues le matin. J'étais surpris des sondages tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, le travail est moins motivant qu'avant, mais je pense que si la question avait été « qu'est-ce qui vous pousse à aller dans l'entreprise ?», beaucoup auraient dit « allez voir mes collègues ». Parce que finalement, une partie de sa vie se passe là-bas, au contact des autres. Et c'est ça qui donne du sens aujourd'hui. Ah ouais, je pense. L'armée l'a très bien compris. L'armée, vous demandez à n'importe quel soldat, pour quelle raison il va se battre, la première qu'il vous donne, c'est me battre pour mes frères d'armes. Effectivement. Le collectif. On voit très bien chez les pompiers, par exemple, où il y a un esprit de solidarité. Esprit de corps. Et ok, donc finalement c'est ça, il faut qu'on soit des pompiers tous au boulot, quoi. Ok. Mathieu, comment est-ce que le management, s'il est pensé de façon verticale, mais aussi horizontale, peut nourrir un vrai esprit d'équipe et faire sens pour tous ? Alors, moi, c'est quelque chose que je martèle de manière hebdomadaire. Moi, j'organise des réunions tous les vendredis avec mes collègues.
je débute toujours par quelques petites parties un peu verticales en donnant quelques petits ordres. Par contre, quand j'ai besoin d'amener des sujets et de créer des projets, pour qu'ils puissent finalement adhérer et finalement le vivre pleinement, je fais toujours en sorte que ce soit très horizontal, que, comme disait un petit peu Valérie tout à l'heure, que ce soit très participatif, de manière à ce qu'il y ait une adhésion commune, que finalement on crée nos règles ensemble, et à partir de là, on pourra avancer et être performants tous ensemble. Il y a une histoire de génération quand même derrière tout ça aussi ou pas? Alors, je me rends compte finalement que les années passant, on a des décalages. J'ai deux de mes entraîneurs qui sont de la génération Z. Et finalement, je me rends compte qu'il y a il y a des choses qui sont vraiment différentes des générations précédentes. Ils ont besoin de sens, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'être créatifs. Et assez naturellement, ils sont moins attachés à l'entité. Donc avec toutes ces petites particularités-là, il faut essayer toujours d'être un peu inventif et de les garder motivés, de les garder déterminés. Et ça nous demande aussi, nous, une remise en question parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Mais si on actionne ces leviers de sens, de bien-être, et là, on arrive à créer quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie? Parfaitement. Oui, ça fait écho, complètement. Allez, nouvelle question pour vous. Quelles sont, selon vous, public encore, vous pouvez répondre évidemment, et puis chez vous, derrière votre écran, quelles sont les nouvelles soft skills qui ont émergé post-Covid? Là encore, je vous laisse quelques instants pour répondre. Et je me tourne vers Arnaud. Arnaud, comment faciliter la rencontre et l'alignement entre les quêtes de sens individuelles des collaborateurs et puis les enjeux de l'entreprise? Oui. Alors, cette rencontre, elle n'est pas facile. Elle a été évidemment un peu cassée par le Covid qui a distancié. Je peux vous prendre l'exemple d'A56, où on a dû recréer des rituels en fait, à la sortie du Covid. Il y a une petite histoire, mais déjà, je vais vous donner le nom de ce rituel, parce qu'on donne toujours des noms à nos rituels. Ça s'appelle les boss à poil. Voilà. Intéressant. Ouais. Alors, évidemment, vous avez tous l'image. Ça consiste en quoi? Ça consiste à réunir 12 salariés tous les mois. J'avais dit qu'on était à peu près 120, donc vous multipliez par le nombre de mois et on a en fait la possibilité de faire tourner tout le monde. C'est bien sûr proposé et non obligatoire. Sur un temps qui dure à peu près 2h30, 3h, donc c'est pas rien, de 11h à 14h, où on va pouvoir avoir 3 temps avec les collaborateurs. Un premier temps collectif, et on prend des personnes de toutes les équipes pour essayer de mixer, de favoriser finalement la rencontre. Donc par des jeux de présentation, où on va aller aussi explorer les émotions, des partages plus perso, etc. On va permettre aux gens de mieux se connaître. Donc ça, c'est le premier temps. Donc déjà, faire collectif. Et puis, il y a un deuxième temps. Là, c'est là où on se met à poil. Donc c'est un striptease, bien sûr, métaphorique. On propose aux collaborateurs de nous poser, à mon associé et à moi, toutes les questions qu'ils veulent. Zéro tabou. Donc on a toutes les questions du style combien vous payez, mais est-ce que la boîte est à vendre, ça part souvent sur l'argent direct Ouais. Non, en règle générale, il y a toujours des questions plus, on va dire, consensuelles, sur la stratégie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision, et puis souvent il y a aussi des questions sur le passé, parce qu'en fait les collaborateurs n'ont pas forcément la mémoire de la boîte. C'est nous qui l'avons, on est Patrice et moi-même les fondateurs, en 2001 on avait créé. Les collaborateurs, en règle générale, ils sont là depuis 5-10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a toute une portion de l'histoire qu'ils n'ont pas. Et on est nous-mêmes les détenteurs de cette mémoire. Et on leur raconte finalement des histoires. On leur raconte l'histoire de leur père, des personnes précédentes. Et puis, grâce à ça, on transmet une partie de la culture. Et on réexplique pourquoi la vision est comme ça, pourquoi on a 5 piliers, l'ouverture, le développement, l'expérimentation, la positivité. Voilà. Et tous ces éléments-là prennent sens pour eux. Donc on donne du sens. Et puis il y a un dernier temps. Le dernier temps, on l'a créé à leur propre demande, il y a très peu de temps. Le dernier temps, c'est de leur proposer de traiter une question du comité de direction. On leur dit, voilà, vous allez être dans la peau du comité de direction, voilà le sujet à traiter. Qu'est-ce que vous proposez?
Donc on les anime bien sûr sur cette intelligence collective, mais ils s'approprient une question qui est réelle, qui est réelle, et ils vont apporter des éléments de réponse. Et nous, ça peut nous nourrir au niveau du comité de direction aussi, en captant peut-être d'autres points de vue, d'autres idées qu'on n'aurait pas eues. Et là, tout le monde tire bénéfice de ça, parce qu'eux peuvent voir à quoi est confronté un CODIR, un comité de direction, parfois des arbitrages compliqués. Et nous, on capte aussi de l'information directement, de l'information ou parfois de l'information sur la non-compréhension de la problématique. Oui, c'est très nourrissant. Et c'est important de ritualiser ces moments-là. Très important de ritualiser, de le valoriser. Il faut laisser du temps, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. C'est autour d'une pizza, c'est très simple, c'est très convivial. Il faut que ça soit tous les mois. Et ils ont le droit d'en parler à leurs collègues aussi. Et quelque part, ça fait boule de neige. La première bosse à poil, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Et on était d'abord sur posez-nous toutes les questions. Et le fait de lui donner un nom aussi, c'est important ? Oui, très important. Ça donne une existence en fait au rituel. Et évidemment, il y a un clin d'œil qui est un peu rigolo, donc ça marque les esprits. Et puis ça donne aussi un ton, le ton de la liberté. Voilà, les bosses à poil, c'est la liberté de pouvoir poser toutes les questions. On est OK pour se mettre à poil devant vous. Ça libère la parole. Intéressant, en tout cas, merci pour ce partage. Je vais mettre le copyright. Petit copyright, ok, c'est noté. Vous n'oublierez pas, Henri. Selon vous, donc, on vous a demandé, cher manager, quelle est la qualité que les managers devraient cultiver. Et donc, vous nous avez répondu le relationnel, l'adaptabilité ultra rapide, le pragmatisme, solidarité, savoir gérer l'incertitude. On retrouve l'agilité. Ouais, l'agilité, c'est vraiment quelque chose qui revient quand même très souvent. L'adaptabilité, l'empathie aussi. Voilà, donc ça, c'est adaptabilité, agilité. Et on l'a bien compris, en tout cas, avec ce que vous avez pu nous dire déjà jusqu'ici. Valérie, oui. En quoi s'appuyer justement sur ces soft skills des collaborateurs peut être une clé pour créer un collectif durable ? Alors moi, je suis très sensible, le collectif durable, donc il y a des équipes en place et moi, c'est surtout au moment des recrutements. J'ai une façon de recruter peut-être un peu particulière et qui vont dérouter les RH, mais moi, je ne m'attarde pas au CV. Je le regarde succinctement, voilà. À la limite, je me réfère à la dernière expérience, mais voilà. Le diplôme, je ne le regarde même pas, parce que je vais faire plus focus sur le savoir-être que le savoir-faire. Donc, je vais comprendre, interroger la personne pour savoir connaître son parcours, et notamment qu'est-ce qui l'a motivé à venir jusqu'à nous. Savoir identifier sa capacité à s'adapter. Est-ce que c'est une personne qui reste plutôt dans son coin ou qui s'interroge et qui va vers ses collègues ? Comment elle a vécu ces différents changements ? Voilà, moi, je m'attarde sur ces capacités-là parce que j'estime que le savoir-faire, ça s'apprend. Voilà. Et ensuite, vigilance aussi lors de ces recrutements. Forcément, il faut que ça matche avec le reste de l'équipe. Donc parfois, j'ai vu des profils qui avaient parfaitement la capacité et que je n'arrivais pas à projeter dans l'équipe. Et donc voilà, parce qu'à un moment donné, il faut que ça y ait cohésion. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit avoir que des modèles identiques dans une équipe, surtout pas. Au contraire, la différence fait toute la richesse. Mais parfois, quand on a déjà des forts caractères, aller en chercher d'autres, ça peut-être un peu compliquer l'harmonie de l'équipe. D'accord. Voilà. Donc, savoir-être, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus en compte qu'avant. Vous ne regardez pas du tout le CV ou vite fait, quoi ? En fin de compte, je le regarde après. D'accord. Je le regarde après. Et parce que j'aime me faire une opinion de manière très très neutre. Et après la lecture de sa lettre de motivation, parce que parfois il y en a encore, et l'UCV, je me dis ça correspond, ou je ne m'étais pas attardée sur ce point. Enfin, voilà. Mais j'aime bien être complètement neutre. Et derrière, vous mettez en place un parcours d'intégration, c'est ça ? Oui, effectivement. Dans mon service, à la MSA, on a mis un parcours d'intégration parce qu'effectivement, les candidats, on les choisit, mais ils nous choisissent aussi.
C'est vrai. Et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant sur ça et soigner l'intégration des nouveaux. Donc, on leur fait un parcours sur plusieurs semaines. Alors, il y a l'accueil RH, il y a l'accueil équipe. Et ensuite, le nouvel entrant sait à quel rythme il va avoir ses formations, les personnes qui vont le former et toutes les personnes qui vont le rencontrer et comment il va monter en compétences dans les semaines à venir. Voilà. Il faut soigner effectivement cette intégration. Ça me paraît essentiel. Mathieu, quelles sont les qualités dont il faut faire preuve quand on anime un collectif ? Alors, toujours moi dans mon contexte, on a un projet collectif qui est d'être premier club français, je le répète. Mais pour ça, il faut le vivre, il faut que ce soit un petit peu qu'il y ait un feu intérieur pour finalement amener du monde avec soi. Finalement, au début, je ne me rendais pas trop compte de ça, mais je me suis rendu compte finalement qu'à force d'expérience et entre guillemets de succès, j'ai vu que plus finalement on croit soi-même à ce qu'on va proposer, et plus ce sera simple d'emmener du monde avec soi. Je vois Rocky aussi de la tête. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le numéro 1. Il faut déjà qu'on y croit soi-même. Il faut être habité par ce projet. Et après, ce sera beaucoup plus simple. Et après, il faut aussi être très à l'écoute. Voilà, comprendre aussi les particularités de nos collaborateurs. Et puis se concentrer aussi sur les forces de tous nos collaborateurs de manière à être performant et pas s'arrêter sur ce qu'on ne sait pas faire, quoi. Je vous propose d'aller faire un tour du côté des questions posées par le réseau des managers et du public. Avec une question de Caroline. Bonsoir Transfo. Ma question, comment donner des signes de reconnaissance à ses équipes ? Alors, comment ? On veut des tips. Allez, moi je partage donc un tips très pratico-pratique. Un signe de reconnaissance, c'était finalement la fidélité du collaborateur et son ancienneté, qu'on ne fêtait pas beaucoup. On attendait, comme souvent dans les entreprises, d'avoir les 20 ans. Voilà. Et on a systématisé finalement de fêter les 5, les 10, les 15, et on a fait une grande session de rattrapage avec des cadeaux symboliques. Ça va vous faire marrer, on offre des boules à neige. Ah. Des boules à neige, 5, 10, 15, 20. Et ils sont super fiers de pouvoir afficher en fait leurs boules à neige, un peu comme des barrettes sur les épaules, d'ancienneté dans la société. Alors bien sûr, il y a d'autres cadeaux qui vont avec. Mais oui, on a voulu célébrer ça parce que dans le métier de l'informatique, fidéliser les collaborateurs est un vrai sujet. Donc, finalement, c'est juste, peu importe, finalement, c'est leur moment, quoi. C'est leur moment. Et bien sûr, il y a une fête parce qu'il faut célébrer. Parce qu'il faut célébrer. Il y avait d'autres tips ? On passe à la prochaine question. Fleur qui nous demande comment manager les peurs et les résistances face aux changements d'organisation. Elle pense aux restrictions budgétaires, aux enjeux écologiques nouveaux, par exemple. Comment manager les peurs et les résistances face aux changements d'organisation ? Je pense qu'il faut être très, très attentif et écouter. Faire parler, libérer la parole, ça me paraît essentiel. Quand on dit ça, c'est vrai qu'on pense à chaque fois, on se dit il faut du temps pour ça, mais c'est indispensable et finalement, ce n'est pas du temps de perdu. C'est ça qu'il faut comprendre. Complètement. Et c'est vrai que nous, managers, on a tendance à être sur un rythme rapide. Et moi, pour l'avoir vécu, j'aurais aimé parfois que des réorganisations se fassent plus vite. Et en même temps, je me suis rendu compte que je pouvais en laisser sur le bas-côté, ce qui n'était pas l'objectif à atteindre. Et donc, je pense que le manager doit travailler sur ça, sur son rapport au temps. Et nous, les changements, on les pense en amont, on les construit en amont. Et il faut prendre conscience que pour les collaborateurs, ça peut prendre plus de temps. Et ce n'est pas grave. On n'est pas tous au même rythme. C'est ça. Okay. Il faut le prendre en considération. Complètement. Je suis d'accord, il y a une notion de répétition aussi. Revenir sur les sujets, ne pas hésiter à revenir sur les sujets.
parce qu'effectivement, la capacité d'absorption n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens que ça fige. Voilà. Donc donner du sens, on en a beaucoup parlé, jouer sur le collectif, montrer aussi qu'il y a une récompense au bout. C'est-à-dire qu'on ne change pas pour changer, les changements sont nécessaires, mais c'est pour du mieux. Oui. Voilà. Donc ça, c'est mettre en perspective et le répéter. Toujours avoir une vision. Ouais. Je crois qu'on avait une question dans le public aussi. Oui. Et vous avez un micro. Oui, tout à fait. Bonsoir, vous vous appelez ? Bonsoir, Magali. Magali. On vous écoute, Magali. Ok. Alors ma question, c'était comment redonner confiance à une personne de son équipe ou à son équipe entière quand en fait on a perdu sa confiance suite à une mauvaise décision. Ouf. Voilà. Là, on rentre un petit peu dans le dur, c'est justement. pas gagné, hein. Parfois, c'est même foutu. non. Merci Magali. Qui veut répondre ? Arnaud ? Oui, je vais peut-être pas rester là-dessus, oui, effectivement. Alors, pour moi, il y a deux choses. Alors, rien n'est jamais perdu. Quand on a perdu une confiance, on peut aussi la regagner. Par contre, ce n'est pas en continuant à faire les mêmes choses qu'on la regagne. Donc, ça veut dire avoir un changement profond, presque symbolique, démonstratif vis-à-vis de son équipe. Ça veut dire parfois se faire aider par un tiers externe qui va venir peut-être faire un peu de médiation. En tout cas, ça passe par aussi une remise en cause du manager et une parole vraie. Porter une parole vraie, reconnaître ses erreurs, être authentique et se connecter vraiment, c'est pas juste des mots, se connecter aussi aux émotions et dire aussi à ses équipes que c'est pas facile, qu'on fait tous des erreurs, même en tant que dirigeant, même en tant que manager. On n'a pas la vérité absolue. Je pense que ça, si on le fait, en face, il y a une réception qui fera que, oui, ok, on va laisser une deuxième chance et puis on va reconstruire. Par contre, en continuant à garder les mêmes postures qu'avant, là, c'est sûr, pour le coup, je maintiens. Là, c'est foutu. Donc, il faut changer aussi soi-même, son écologie interne personnelle, profonde. Voilà, c'est ça, et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est en tout cas accepter, on a le droit à l'erreur et le reconnaître. Ça s'appelle travailler sur son ego. C'est ça. C'est les managers d'aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup à tous pour vos questions. J'en avais une pour Mathieu, moi, quels sont les leviers aujourd'hui, les leviers positifs qui permettent de créer une unité au sein d'une équipe ? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est se concentrer sur les forces de chacun. Dans notre société française, on a un peu tendance à toujours dire c'est bien, mais peut mieux faire, ou c'est pas mal. Et finalement, moi, ça a beaucoup d'importance pour moi de se concentrer sur les forces, sur les qualités, et de finalement mettre un petit peu de côté aussi ce qu'on ne sait pas faire. Et une fois finalement que la confiance est là et qu'on sait qu'on est en capacité de faire, finalement on est capable de un peu déplacer des montagnes. Et ce sera beaucoup plus simple ensuite de revenir sur les petites pistes d'amélioration, parce que finalement, on est toujours dans l'envie de s'améliorer, l'envie d'avancer. Mais pour ça, il faut avoir ce côté positif et cette capacité de se concentrer sur les forces de nos collaborateurs ou les forces de nos athlètes, pour notre cas, quoi. Là, au sein du Cercle de l'Aviron de Nantes, je voyais, vous figez les indicateurs de performance. Oui, parce que pour arriver à progresser durablement, il faut qu'on ait une stratégie qui soit solide. On ne peut pas se changer tous les ans. Donc j'ai des indicateurs de performance, tout bêtement. Le nombre de participants à telle compétition, le nombre de points rapportés par telle catégorie d'âge. Voilà, j'ai toute une liste d'indicateurs qui ne vont pas spécialement vous parler, mais par contre qui sont rassurants pour mes entraîneurs. Et à partir de là, on est en capacité de réajuster nos stratégies, de faire vivre les stratégies et pour être toujours dans une certaine remise en question, mais en gardant de la confiance. Et pour moi, c'est essentiel de leur donner des bases qui sont saines, qui sont justes, pour permettre d'avancer toujours tous ensemble dans le même sens. Et pas être en compétition parce qu'un tel a réussi alors que son collègue n'a pas été bon, quoi. Une question
peut-être bête, mais dans un club sportif, on sait qu'on travaille aussi parfois le week-end, des choses comme ça. Est-ce que vous prenez en compte la vie perso aussi de vos entraîneurs? Alors, comme on est dans une petite équipe, hein, j'ai 4 entraîneurs professionnels à gérer. Je m'occupe aussi de la gestion de leur planning et de leur équilibre de vie. Comme vous l'avez dit, on est une activité de loisirs. Donc, les gens pratiquent leurs loisirs après le travail ou avant, parce que quand on fait du sport, des fois, il faut le faire aussi avant. Et donc, pour que les pratiquants le fassent en toute sécurité, il faut des entraîneurs. Sauf que les entraîneurs aussi ont une vie. Donc, il y a tout cet équilibre à manager, à gérer. Et pour moi, c'est hyper important pour réussir à tirer le meilleur de mes collaborateurs, de faire en sorte qu'ils soient dans des conditions de vie et de travail saines. Et c'est essentiel de leur laisser du temps de récupération, du temps de repos, parce qu'il va falloir s'engager le week-end, le soir. Et ça, c'est très particulier comme mode de vie. On revient sur ce fameux équilibre entre vie perso et vie pro. Je vois l'heure qui tourne, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. J'avais une question quand même, j'aimerais surtout avoir aussi votre retour. En un mot, toujours un peu votre ressenti sur ce que vous avez envie de partager par rapport à ce premier live Transfo. Une déclusion, je crois qu'on dit dans le management, comme ça, en fin de réunion. On aime bien avoir le ressenti de nos collaborateurs. Donc dites-nous, n'hésitez pas à partager en un mot votre ressenti. Pendant que vous prenez le temps de répondre, je me tourne une dernière fois vers tous les trois pour vous demander, Valérie, Mathieu, Arnaud, un dernier conseil, une bonne pratique, une ressource à partager avec le public et les managers. Mathieu? Alors moi, j'ai amené un livre. Ça s'appelle les secrets des All Blacks. C'est 15 leçons de leadership. Et ce livre a eu beaucoup d'importance pour moi parce qu'en arrivant au Cercle d'Aviron de Nantes, l'équipe était en difficulté, le club ne jouait pas les premiers rôles. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, il faut absolument que l'équipe soit performante pour que les résultats puissent venir. Et si nous, on n'était pas performants, on n'arriverait pas à créer de la performance de nos athlètes. Et ça, je l'ai tiré de ce bouquin qui est hyper enrichissant. C'est pas que du sport, il y a plein de leçons de vie et c'est une belle ressource. Merci pour ce partage. Mathieu? Valérie? Alors moi aussi, je suis venue avec un ouvrage, plus pratico-pratique. Donc c'est 121 fiches qui permet de développer le collaboratif. Donc c'est un ouvrage avec des fiches très pratiques où on connaît le nombre de participants, le temps que ça va prendre, quelle est la finalité d'utiliser cet outil. Et donc, je vous avouerai franchement que c'est ma Bible au quotidien. C'est ce que j'allais dire, une petite Bible. C'est une petite Bible, quand j'ai envie de faire travailler mes équipes sur une thématique et que j'ai quand même une finalité, de me dire mais quel outil je vais utiliser pour leur permettre de travailler ensemble et de manière efficace. Voilà, une lecture que je recommande vivement. Voilà, vous avez noté. Merci Valérie. Arnaud? Alors moi, je ne suis pas venu avec un livre, je suis venu avec une histoire et un personnage. Voilà. Je vous emmène au 19e siècle avec un personnage qui s'appelle Shackleton. Alors peut-être que le public connaisse ce navigateur qui a eu le grand malheur de couler son bateau sur le pôle Sud et se retrouver avec tout son équipage coincé pendant 18 mois sur la banquise. Et Shackleton a réussi l'exploit extraordinaire de sauver 100% de l'équipage dans des conditions horrible, puisqu'ils n'avaient rien à manger, personne ne savait où ils étaient, personne n'allait venir les chercher. Et donc Shackleton a maintenu le moral de son équipe. Et ce navigateur nous a laissé finalement de grands enseignements, et je vais vous en partager juste un, parce que moi il m'inspire. En période de crise, et mon Dieu qu'il était en crise, lui là, à ce moment-là, et mon Dieu que nous aussi on en connaît depuis quelques années, eh bien il ne faut pas oublier une chose, c'est célébrer. Quand les jours sont sombres, quand tout va mal,
trouvez le moyen, le plus petit prétexte pour célébrer quelque chose avec votre équipe. Ça peut être un anniversaire, ça peut être juste un rayon de soleil qui arrive, peu importe. Célébrez tous les jours quelque chose. Je l'applique dans ma société. J'aimerais bien être une petite souris pour aller faire un tour du côté d'A5-6 de temps en temps, moi. Bienvenue, la société est ouverte. Ok, eh ben, je prends note. Alors, quels sont les mots qui vous inspirent? Inspirant, justement, partage, pragmatique, riche, continuer, bah, ça c'est cool. Plein de mots sympas, encore, génial, envie. Bon, bah voilà, a priori, c'est plutôt positif tout ça, donc moi ça me va bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Merci d'abord à vous trois, un grand merci d'avoir joué le jeu des questions-réponses. C'était éclairant et positif comme on aime. Merci au public présent dans la salle, très attentif et sérieux. Merci à vous, chers managers du réseau Germe, d'avoir permis cette interactivité. J'espère surtout, justement, et a priori c'est le cas, que vous avez trouvé ce moment utile et agréable. Et pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, eh bien, sachez que nous nous engageons à le faire à la suite de cette émission, car Transfo, ça continue. Surveillez vos boîtes mail. Merci encore et bonne soirée. Merci. Merci.